Alors bonjour, dans cet exercice, je vais vous faire la correction de l'exercice numéro 1 sur la force de Lorentz. J'ai choisi pour vous une application intéressante là sur le spectromètre de Dempster. Donc dans un spectromètre de Dempster, vous avez là une source d'ions qui va produire dans notre situation des ions K plus 39 et K plus 41. Ce sont des isotopes de masse différentes et de même charge. Ces ions vont transiter à l'intérieur d'un champ électrique généré à l'aide d'une tension entre les plaques supérieures et inférieures pour y arriver à l'entrée de la région 2 avec une vitesse initiale assez grande. Dans la deuxième région, on va appliquer un champ magnétique uniforme d'une manière à ce que ces isotopes font des trajectoires circulaires et arrivent sur des points différents sur la plaque photographique. Donc le système permet finalement de distinguer les deux isotopes sur la plaque photographique. Alors on vous dit dans la première question, on vous demande de déterminer la nature du mouvement des ions dans la première région, c'est-à-dire la région où vous avez un champ électrique. En trouvant bien sûr finalement la vitesse avec laquelle les ions arrivent à la sortie de cette région-là. On vous dit bien sûr que normalement, ces ions-là sont à vitesse nulle à l'entrée de la région 1. Alors bien sûr, dans la deuxième question, on va essayer de trouver encore la nature du mouvement dans la deuxième région. Et on vous dit en effet de montrer que ce mouvement, ça va être circulaire et uniforme. Et à partir de ce résultat, on va essayer de trouver la distance de séparation A1, A2 entre les positions d'arrivée des ions K plus 41 et K plus 39. Donc je vais aller sur mon tableau blanc pour commencer l'exercice. Alors pour la première question, puisqu'on vous demande de chercher, de trouver la nature du mouvement dans la première région. Là, dans la première région, en effet, vous avez un champ électrique. Alors, en effet, vous appliquez, là, vous avez la plaque positive, là, la plaque négative. Donc, vous appliquez là une tension U qui est positive. Et donc, le champ électrique va être orienté vers les tensions, les potentiels décroissants. Donc, il est dans ce sens. Okay. Puisque là vous avez des protons, alors des anions qui sont chargés positivement. Alors ces anions, ce sont des cations qui sont chargés positivement. Ces anions vont subir une force électrique. Et la force électrique pour des charges qui sont positives doit être dans le même sens que le champ électrique. Et donc la force là électrique doit être orientée vers le bas. Alors, en effet, en général, lorsqu'on vous parle de la force de Lorentz, c'est la somme de la force électrique et la force magnétique. En effet, c'est QE, lorsque vous avez un champ magnétique qui est appliqué à la charge, plus QV, vectoriel B, lorsque la charge est placée dans un champ magnétique. Alors, dans la situation actuelle, dans la région numéro 1, donc, il n'y a pas de champ magnétique, donc, ce terme-là, il est nul. Ok? Donc, le seul terme qui reste, c'est celui-là. Donc, la force dont on parle là, c'est la force électrique, en effet. Alors, pour trouver la nature du mouvement, donc on va normalement appliquer la deuxième loi de Newton, qui vous dit que la somme des forces extérieures exercées sur la particule chargée est égale à m gamma, avec m c'est la masse de la particule et gamma son accélération. Alors, dans notre situation, la seule force que vous avez, c'est F, c'est la force électrique, qui est égale à QE. En effet, là, vous avez des protons de charge E, donc vous avez ces E grand E, qui est égal à M gamma. Et donc, gamma là, on peut montrer sur gamma, c'est quoi? C'est E sur M, E.
Donc là, vous voyez très bien que E, il est dans le sens, si vous choisissez par exemple là, c'est le sens des Y. Alors, je peux dire que là, c'est E fois M fois la valeur de E, qui est constante d'ailleurs, parce que le champ à l'intérieur de la zone A, il est uniforme, EY. Et donc, vous pouvez voir que cette accélération, il s'est créé de la forme gamma Y, EY, c'est-à-dire seule la composante Y qui existe, qui n'est pas nulle, et de plus, il est constant. Ok? Alors, ça signifie quoi? Ça signifie d'abord déjà le gamma Y est égal à une constante est égal, donc en effet c'est E sur M E implique déjà ça, que la vitesse, donc ça veut dire que donc ça est égal en effet donc est égal à cette constante E sur M E est égal d de v de y sur dt. Ceci implique rapidement que v de y est une fonction du temps qui est égale à E fois E sur M t plus v0 y. Ok? Mais ce v0 y est égal à 0 parce qu'on a dit que, en effet, il n'y a pas, les particules possèdent des vitesses quasi nulles au début. Donc, ça est égal à E, ça c'est une constante, sur M fois t. Ok? Pour les autres composantes de la vitesse, donc, bien sûr, puisque l'accélération gamma x est égal à gamma z est égal à 0, ceci implique rapidement que Vx est constante, est égal à V0x, et cette composante est nulle parce qu'il n'y a pas de vitesse initiale. Vz de même doit être égal à V0z est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire à partir de tout ça? Que ce mouvement-là, d'abord, il est rectiligne parce qu'il ne possède qu'une vitesse selon l'axe des Y. Donc, il est rectiligne selon Y. Et de plus l'accélération, il est constante, ce mouvement-là, on va dire que c'est un mouvement uniformément accéléré. Donc, le mouvement est rectiligne d'abord, suivant OY, et il est uniformément accéléré. Donc, voici pour la nature du mouvement. Alors, passons maintenant au calcul de la vitesse en sortie de la région 1. Donc là, il y en a plusieurs méthodes à utiliser, mais je préfère utiliser le théorème d'énergie cinétique. Donc là, le théorème d'énergie cinétique, il vous dit que la variation d'énergie cinétique, donc je peux appeler par exemple là, la première plaque, je vais l'appeler A, la deuxième, je vais l'appeler B. Alors, entre A et B, ça va être la somme des travaux. Donc, dans cette situation, c'est tout simplement, c'est le travail de la force électrique s'exerçant sur la particule lorsqu'il se déplace entre A et B. Et donc, et ça, bien sûr, est égal à quoi? Le travail est égal à la charge de la particule fois la différence de potentiel, donc qui est égal en effet E, VA, moins VB. Ok? Et de l'autre côté, pour la variation d'énergie cinétique, donc c'est 1 demi M, la vitesse en B, au carré, moins 1 demi M, la vitesse en A. Okay. Alors cette vitesse-là, on a dit qu'il est quasi nul, donc on va la considérer comme nulle. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à trouver là? Tout simplement, vous pouvez rapidement écrire que V
B, c'est-à-dire la vitesse de sortie là, ça va être la racine carrée. En effet de quoi? De 2E fois U sur M. Ok? Alors, puisque là, vous avez deux types de particules, vous avez la particule, donc, pour V, donc là, je vais faire une approximation. En effet, je vais considérer que la masse, en effet, c'est le nombre de masse A fois la masse des protons. Ok? Là, en effet, je vais faire deux approximations. Je vais négliger la masse, donc je vais négliger donc M électrons, il est très inférieur à MP, à la masse des protons. Et puis, je vais considérer que la masse des neutrons, elle est quasi égale à celle des neutrons, des protons. Ok? Je fais deux approximations. Je néglige celle des électrons et je considère que les neutrons et les protons possèdent la même masse. Ok? Alors, dans cette situation, VB, ça va être quoi? Ça va être la racine carrée et là, vous avez A fois MP. Ok? Et donc, pour les deux différentes particules, V, B de la première, donc K39 plus, donc ça va être, je vais faire une application numérique avec A est égal à 39, on trouve quelque chose de l'ordre de 2,215 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Et pour la particule 41, l'isotope 41, alors là vous avez 16 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Alors vous voyez clairement que la vitesse de la particule la plus lourde, il est inférieur à la vitesse de la particule la moins lourde. Plus la particule possède un inertie important, plus il est difficile de modifier sa vitesse. Ok? Ça, en effet, c'est le principe d'inertie. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, on vous demande de montrer que le mouvement des particules à l'intérieur de la région B est uniforme circulaire. Donc, en effet, on va montrer qu'il est planaire. Il se fait dans le plan. En effet, là, je vais définir, en effet, donc là, je vais définir une référence. Là, c'est EY. Je vais prendre X dans cette direction. Et Z, ça va être enfoncé dans le tableau. Ça, c'est EZ. Alors, on va montrer en effet que le mouvement se fait dans le plan X, O, Y, c'est-à-dire dans le plan formé par les vecteurs X, E, Y, et que de plus, ce mouvement-là est circulaire, comme il est illustré dans la figure, et que ce mouvement-là se fait à une vitesse uniforme. Alors, on va utiliser toujours la deuxième loi de Newton, mais cette fois-ci, la force de Lorentz, dans cette situation-là, ça va être Q, V, vectoriel B. Parce que dans cette région-là, seul le champ magnétique est non nul. Le champ électrique, là, il est nul. Alors, la deuxième loi de Newton, il va s'écrire dans cette situation, donc F qui est égal à QV vectoriel B est égal à N gamma. Donc la première vérification que je vais essayer de faire, c'est que ce mouvement-là se fait vraiment dans le plan formé par les vecteurs EX et EY. Pour faire ça, je vais tout simplement essayer de montrer qu'en effet l'accélération selon l'axe des Z, il est nul, et que la vitesse, il est nulle encore. Donc pour le faire, je vais essayer de faire un petit truc, c'est que je vais essayer de faire la projection de l'accélération sur l'axe des Z.
Alors l'accélération à partir de cette formule, c'est Q sur M V vectoriel B. On va faire la projection de tout ça sur EZ. En effet, donc, parce que gamma Z finalement, gamma Z c'est quoi? C'est le produit scalaire de gamma EZ. Donc, égal à quoi? C'est le produit scalaire, donc Q M V vectoriel B produit scalaire EZ. Et là, vous voyez que vous avez un produit mixte. Et comme vous le savez très bien, un produit mixte, il est nul toujours lorsque deux vecteurs parmi les trois sont parallèles. Et là, vous voyez déjà que, en effet, B, il est porté par EZ, donc il est parallèle à EZ. Et donc, ce produit mixte, il est nul. Ce qui fait que cette accélération gamma Z, il est nul. Ceci signifie quoi? Signifie que Vz, la vitesse selon Z, est égale à une constante. Cette constante doit être la même que V0Z, c'est-à-dire la vitesse initiale au début de la région 2, c'est-à-dire à l'entrée de la région 2. Et si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a calculé la vitesse des particules dans la première question, on a trouvé que ces particules ne possèdent qu'une vitesse selon Y. Et donc V0Z, c'est déjà nul. Et donc là, vous avez ce terme-là, il est nul. Ça signifie quoi? Que les particules ne possèdent aucune vitesse selon l'axe des Z. Il y a donc ce mouvement-là, il est planaire. Il se fait dans le plan EX, EY. Donc ce mouvement-là, donc là, la première des choses, c'est que le mouvement se fait dans X, O, Y. Okay? Maintenant, on va essayer de montrer que ce mouvement, il est circulaire, il est uniforme. Mais puisque là, on a déjà montré que ce mouvement, il est planaire, on va utiliser en effet, pour simplifier la vie, une base de Freinet. Donc, sur cette figure-là, en effet, on va définir une base de Freinet. Donc, en effet, on va prendre ET qui va être tangentiel à la trajectoire et puis EN qui est dirigé vers l'intérieur. Et puis pour EZ, pour compléter la base, EZ, je vais la laisser comme elle est. Okay? Alors, maintenant, vous pouvez, donc à partir de ça, donc en utilisant, vous pouvez déjà remarquer que la vitesse V doit être toujours égale à VET. Okay? Donc la vitesse elle est portée par le vecteur tangentiel. Et puis vous pouvez encore, si vous utilisez la règle des trois doigts de la main droite, que la force F, normalement, elle est dirigée dans le sens de EN. Ça, vous pouvez le vérifier en utilisant soit la méthode de bonhomme d'Ampère, soit la méthode des trois doigts de la main droite. Vous avez déjà la direction de B, vous avez la direction de V, et vous faites un produit vectoriel, V fois B, avec la charge positive, et ça va donner le sens positif de N. Ok? Je n'aurai pas besoin de ça, mais je le signale tout simplement. Donc là, si vous voulez, en effet, la force F, il va être dirigé dans le sens de N. Et ça, en effet, il explique pourquoi le mouvement, il est là, il est circulaire, parce que F là est une force centrale qui va ramener toujours donc, la particule vers un mouvement circulaire. Alors, maintenant, on va essayer de montrer que ce mouvement il est circulaire et uniforme. On va utiliser des projections dans cette base de Freinet. Donc, je vais commencer par ma formule de base de la loi de Newton. Donc, QV vectoriel B est égal à M gamma. Je vais changer de couleur de préférence.
Et donc, on va utiliser donc, les projections dans la base de Freinet. Q, donc le V, c'est QVET. Donc, vectoriel B, c'est BEZ. Égale à M. Donc, gamma, puisqu'on est dans la base de Freinet, il va y avoir deux composantes. Gamma T, ET. Plus gamma N, EN. En général, il doit y avoir les deux composantes. Alors, de ce côté-là, je vais avoir donc Q, V, B. Et puis ET vectoriel EZ, ça vous pouvez le vérifier sur la figure, ça va donner EN. Et de l'autre côté, on va y avoir M. Et donc, gamma T, comme vous le connaissez déjà, c'est D de V sur dt. C'est la variation de la vitesse, de la valeur de la vitesse. Et puis gamma n, c'est la courbure en effet, c'est v au carré sur rho en. Donc, vous comparez terme à terme et on va rapidement conclure que dv sur dt doit être nul parce que de l'autre côté, il n'y a pas de terme en fonction de et. Et puis v carré sur rho est égal au terme qui est là, q V, pardon, donc V fois B. Donc la première équation, qu'est-ce qu'elle implique? Que la vitesse est constante, est égale à une constante, ok? Et à partir de la deuxième, je peux en déduire que, donc là, je vais chercher en effet le rayon de courbure, que ρ est égal à quoi? C'est M, V sur Q, B. En effet, le Q là, c'est E. Et puisque là, V, on a montré déjà que V est constante, ce terme-là, il est encore constant. Donc, je peux l'appeler tout simplement R, le rayon, des trajectoires circulaires. Parce que si le rayon de courbure est constant, à ce moment-là, les trajectoires sont circulaires. Et donc, vous voyez déjà, c'est à partir de ça que vous dites que le mouvement, il est uniforme. Et c'est à partir de ça que vous dites que le mouvement, en effet, il est circulaire. Ah, pardon. Oui, oui. C'est à partir de ça que vous montrez que le mouvement, il est circulaire. Ok? Donc, en résumé, je peux dire que le mouvement, dans la région 2, se fait dans le plan donc x, o, y, il est circulaire uniforme. Ok? Alors, je pense que c'est tout pour cette question-là. Passons donc à la troisième et à la dernière question. Alors, pour la troisième question, on vous demande de chercher la distance de séparation A1, A2 qui sépare les deux sorties des isotopes K41 et K39. Mais avant de commencer, je vais essayer de résumer le résultat de la question 2. Donc, dans la question 2, on a montré que la vitesse est constante et que le rayon de courbure est égal à mv sur EB. Mais faites attention, est égal à constante, ça veut dire est égal à quoi exactement? Alors, puisque la vitesse est constante, ça veut dire que sa valeur, il est la même partout. Et donc, il va être égal à la valeur que vous avez à l'entrée de la région 2. Et la valeur à l'entrée de la région 2, c'est la même valeur à la sortie de la région 1. Et donc là, et cette valeur-là, vous le connaissez déjà, on a déjà exprimé ça. Si vous vous rappelez bien, c'était la racine carrée de 2e u sur a mp. Ok? Et donc là même pour le rayon de courbure R, je peux l'exprimer maintenant en fonction des données de l'exercice. Donc là, vous remplacez la vitesse avec son expression.
Donc je peux faire en effet des simplifications. Alors là, la masse, c'est encore A fois MP. OK? Alors, si vous faites des simplifications que je vais voir, vous pouvez vérifier ça rapidement chez vous. Donc ça va donner 1 sur B, la racine carrée de 2 MP U sur E, puis la racine carrée de A. Je vais faire sortir le A à l'extérieur parce que ça va donner la différence entre le rayon que va faire la première particule et la deuxième. Alors maintenant, je peux dire que pour R1, donc R1, ça va être le rayon, si vous voulez, de K plus 39. Donc celui-là, donc est égal à 1 sur B, la racine carrée de MP U sur E fois la racine carrée de 39. Et pour R2, donc ça va être le rayon de l'isotope K plus 41. Et donc ça va être le même terme là, de ce côté-là. C'est le même terme, la racine carrée de 41. Alors pourquoi je vous donne ça? Parce que j'aurai besoin finalement de ça pour trouver la distance A1, A2. Alors sur la figure, vous pouvez rapidement voir que cette distance en effet là, c'est quoi en effet? Parce que là vous avez cette distance, ça va être 2 fois R1, alors que celle-là, c'est 2 fois R2. Et donc, vous pouvez remarquer que qu'en effet, la distance A1, A2, c'est 2, 0, 2, moins 2, 0, 1. C'est la différence des diamètres, pas des rayons. Donc, c'est 2, R2, moins R1. Et donc, vous remplacez avec les expressions précédentes. Donc, ça va donner 2 sur B. La racine carrée, vous avez déjà l'expression en haut. Donc, je vais factoriser bien sûr. 2 MP U sur E. Donc, facteur de quoi? De la racine carrée de 41 moins la racine carrée de 39. Donc voilà. Alors comme application numérique, vous pouvez vérifier ça. Donc vous trouvez pour les rayons, pour R1, vous trouvez quelque chose de... Je vais vérifier chez moi ça. Donc vous trouvez quelque chose, je pense, de 0,9027 mètres. Et pour R2, vous trouvez quelque chose de 0,9. Donc, moi j'ai trouvé, donc là, 2,54. 2,54 mètres. Si vous faites la différence de ça, donc vous trouvez en effet pour cette distance, vous trouvez quelque chose de, je vais utiliser les centimètres maintenant, vous trouvez quelque chose de, en effet, en mètres c'est 4,54 10 à la puissance moins 2 mètres, donc ceci c'est, donc c'est 4,45 centimètres. Alors, très intéressant là parce que, en effet, l'objectif d'un spectromètre de Debster, c'est de distinguer les isotopes, de séparer les isotopes qui sont produits par la source. Okay? Parce que la source, elle va produire un mélange d'isotopes
Et ce dispositif, il va nous permettre de les séparer afin de les utiliser séparément. Okay? Parce que généralement, dans la chimie nucléaire, on essaye de séparer les isotopes pour les utiliser pour différentes applications. Je pense que c'est tout pour cet exercice-là. Merci et à la prochaine fois.